Il me dit « Ah, bah, écoute, il y a un problème. » Je lui fais « C'est quoi le problème ?» Il me dit « Elle est québécoise. » Et là, je me rappellerai toujours, je vous assure, Pauline, comme si c'était hier, j'ai poussé un cri dans le bureau. Je me suis dit « Quoi ?» Mais c'est la meilleure nouvelle de l'année. Bonjour Christelle, bienvenue sur Le Gratin. Merci Pauline, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. On a déjà commencé à discuter depuis un quart d'heure, 20 minutes et j'ai 2000 questions supplémentaires à vous poser. Donc je ne sais pas comment on va faire pour concentrer en 1 heure cette interview. Mais j'ai fait mes recherches sur vous et c'est pas facile parce que votre parole est quand même assez rare publiquement. Et donc je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation. Je suis tombée sur une phrase. Vous dites « Trust the process ». Apparemment un de vos mantras favoris et ça m'a fait tilt parce que j'y crois aussi beaucoup. Je trouve que c'est une phrase qui résonne en moi et donc je voulais que vous m'expliquiez qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce que ça signifie et voilà, comment vous l'avez appliqué à votre propre vie. On commence très fort là, ouais. Franchement, je dois Moi, dire, j'aime bien les pieds dans le plat là, franchement. J'aime bien mettre les pieds dans le plat. Effectivement, trust the process, en fait, ça veut dire énormément de choses et de croyances et de foi en la vie, en fait. C'est s'en remettre dans la vie et dans une foi absolue. Que tout est parfait, qu'un timing est parfait, il y a un ordre des choses. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler de quelque façon que ce soit. Enfin, voilà, chacun croit à un Dieu. Enfin, il l'appelle comme il entend. Mais c'est vrai que je crois en une force absolue et extraordinaire qui nous dépasse et nous surpasse et dans lequel il faut s'en remettre et faire confiance, en fait, pour tout dans la vie. J'aime beaucoup cette idée. Est-ce que, Christelle, vous auriez peut-être un exemple d'un moment dans votre vie où cette phrase a été particulièrement importante pour vous, justement, où le fait de croire, d'avoir cette foi dans la vie, dans un optimisme, dans le process, a été important pour vous? Ça arrive souvent, je pense, dans des cas précis ou quand les choses ne se font pas, des choses qu'on attendait réellement, des réponses ou la réussite d'un casting pour un talent et que les choses ne se font pas. Vous vous rendez compte en fait qu'il y a une raison à tout et que bien souvent c'est une chance en fait qu'il n'ait pas réussi ce casting ou que vous n'ayez pas obtenu cette chose-là en question, que vous n'ayez pas obtenu cet appartement ou enfin ça peut se calquer en fait sur tous les événements de la vie. Vous vous rendez compte qu'il y a une raison à tout et que si derrière justement vous n'avez pas eu cette chose-là en question, eh ben c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore plus merveilleux qui vous attend derrière en fait. Tout simplement. J'adore cette idée d'un optimisme un peu effréné et on sent en plus quand nous en parlez, voilà, vous avez des yeux qui brillent. Enfin, on sent que c'est vraiment une croyance profonde et dans un monde où franchement, on peut le dire, on est plutôt dans la prudence, dans le pessimisme, dans voilà, on va dire quand même parfois une moralisation un peu ambiante. J'aime beaucoup cette idée de me dire, en fait, non, on peut avoir la foi en quelque chose de plus grand. C'est pas évident parce que là, on parle d'un lâcher prise total en fait. C'est comme une espèce de saut quantique en fait, si vous voulez, de s'en remettre au plus grand et s'en remettre à la vie. Je pars du principe que la vie, en fait, est votre meilleur ami pour tout et dans tout. En fait, la vie est votre meilleur compagnon. Il faut l'apprivoiser, il faut l'aimer, il faut en prendre soin. Et elle est là pour vous faire évoluer, vous faire grandir. Elle est là pour éveiller la conscience et elle vous enverra jamais des événements que vous êtes incapable en fait de pas affronter. Voilà, même si parfois la vie peut vous envoyer des choses effroyables et tout ça, enfin voilà, comme des décès, des choses d'un entourage, il y a toujours une raison aux choses et vous êtes toujours capable d'affronter ces choses-là, sinon la vie ne vous l'enverrait jamais. Je crois vraiment en ça en fait, dans une absolue bienveillance de la vie en fait, véritablement. Est-ce qu'on pourrait parler du coup de cet optimisme, mais qui est lié aussi à du pragmatisme, parce que vous travaillez, enfin voilà, là on peut commencer cette conversation en se disant elle est perchée, elle est perchée, elle a la foi en la vie, c'est super, mais en fait, il y a un moment donné, la réalité. Je suis extrêmement pragmatique aussi. Mais je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Enfin, d'après ce que j'ai lu en tout cas sur vous, moi j'aime cette idée de me dire, en fait, c'est un optimisme choisi, mais ça ne veut pas dire qu'on va ne pas voir la réalité en face telle qu'elle est. Et j'aimerais bien en fait avoir votre point de vue sur cette question, peut-être aussi avec des exemples de moments dans votre vie, une fois de plus, où vous saviez que ça allait être difficile. Je sais que vous êtes quelqu'un qui travaille énormément aussi, donc vous voyez la réalité telle qu'elle est, mais
vous vous êtes accroché parce que vous aviez envie que ça marche et parce que vous aviez cet optimisme. Et je crois beaucoup à cet optimisme et je vous pose cette question parce qu'une fois de plus, je pense que beaucoup de personnes pensent, vous savez que les optimistes sont des idéalistes, que les gens optimistes sont perchés et je pense que c'est faux. Je pense que c'est une décision. Et donc, je voulais savoir si vous partagez ce point de vue, tout simplement. Complètement. D'autant plus, si vous voulez, je m'en suis beaucoup rendu compte, en fait, sur ma persévérance et mon endurance, en fait, à convaincre à l'époque. Donc, vous savez, je travaillais pendant 18 ans chez Canal, où j'étais la tête chercheuse de talent. Et je pensais que tout le monde voyait ce que je voyais, en fait. C'est vrai que j'ai un sens inné et un instinct assez inné pour découvrir les gens, les personnalités, les acteurs, les réalisateurs, les auteurs. Et c'est vrai que je pensais que tout le monde voyait la même chose que moi. Et en fait, il a fallu, je me suis rendu compte, à force de constatation, tout simplement, qu'en fait, mon intuition, si vous voulez, était assez unique et qu'il fallait que je fasse force d'arguments auprès de mes patrons chez Canal pour les convaincre de ce que je voyais et de la réussite à chaque fois qui n'a eu de cesse de se renouveler en fait sur des personnalités comme Guillaume Gallienne, Stéphane de Groot, Alex Lutz, Charlotte Lebon, enfin voilà toutes ces personnalités-là, si vous voulez, qui ont jalonné en fait ma carrière professionnelle et qui ont alimenté l'endurance et la persévérance et ma foi en mon intuition, en mon instinct et qui d'autant plus a aiguisé en fait cet outil instinctif et cette intuition et qui me sert à tout en fait dans la vie. Donc aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle en fait. Donc et mon instinct sur les gens et mon empathie. Enfin voilà. Donc c'est vrai que je l'ai mise à profit à ce moment-là en fait, vraiment. Quand vous dites, vous avez dû convaincre vos patrons, ça me parle parce qu'en fait, je trouve que c'est difficile quand on a une intuition de l'exprimer, de l'expliquer, surtout quand la personne ne la partage pas. Mais en fait, malheureusement, on est souvent obligé de convaincre. Il y a un devoir de conviction et c'est dur. Et c'est dur. Surtout que c'est de l'ordre de l'abstrait. Vous voyez, quand vous voyez qu'est-ce que le talent chez quelqu'un en fait, qu'est-ce qui définit que j'ai raison, vous voyez, c'est quand même juste que de l'instinct. Il n'y a rien de cartésien dans tout ça. C'est juste instinctif. Quand je vois quelqu'un, je vois la grande image, en fait. Si vous voulez, je sens son potentiel le plus élevé et ce qu'il est capable de faire de plus grand. Et c'est comme ça. C'est comme lire dans un livre. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. J'ai toujours été comme ça, même étant petite. Et c'est vrai que quand vous avez ça, en fait, ça devient comme une espèce de drogue, véritablement. Parce qu'une fois que vous avez découvert quelqu'un, et que ça marche, et que vous passez au suivant et ça continue. Mais c'est vrai que après il faut convaincre en fait. Il faut convaincre ces gens et qui sont basés eux sur des critères rationnels en plus. Très rationnels, qui sont basés sur des critères marketing, complètement d'audience, sur des critères de panels, des panels qui sont réalisés dans les chaînes de télé. Enfin, vous voyez, donc et moi j'arrive avec quelque chose de totalement abstrait et voilà, bon, j'ai eu la chance, c'est vrai, de chez Canal d'être vraiment encouragée et entourée par des patrons fantastiques comme Ariel Saraco et Rodolphe Belmer, Maxime Saada. Enfin, ouais, c'est ces gens-là qui m'ont fait vraiment confiance en fait. Donc, et Ouara Aprikian. Enfin, tous ces gens, si vous voulez, ont jalonné en fait ma carrière et ont été force de. Enfin, je rigole, pardon, parce que c'est vrai que j'ai la réputation en fait on m'appelle un peu le pitbull du PAF. Et c'est notamment ça fait rire beaucoup Dominique Farrugia parce que ça a été un des premiers aussi à m'encourager dans cette voie-là. Et c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, je lâche pas en fait. Alors j'allais vous demander qu'est-ce que ça veut dire le pitbull du PAF parce que quand je vous vois là comme ça. C'est vrai que quand je suis convaincue de quelque chose, alors il y a plein de choses dans la vie que je sais pas faire. J'ai pas mon permis de conduire, j'ai pas d'enfant. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est des choses qui me paraissent insurmontables. Mais découvrir les talents, c'est mon ADN en fait. C'est très étrange, mais c'est comme ça en fait. Voilà, je suis née comme ça. Et c'est vrai que quand je suis convaincue de quelque chose, quand j'ai pu découvrir des gens comme Stéphane de Groot par exemple, Stéphane, il a fallu que je louvoie en fait. Je louvoie véritablement pour l'imposer au sein de la chaîne, au sein de Canal. Et dès qu'il y avait une réunion, je sortais son nom, on disait Stéphane de Groot. Donc ça faisait rire tout le monde parce que je passais par la fenêtre, sous la moquette, par les bouches d'aération, dans toutes les réunions chez Canal, jusqu'à imposer Stéphane. Et j'ai réussi à le faire sur la matinale.
Mais il m'a fallu 6 mois, mais 6 mois de persévérance, je lâche pas en fait. Quand je sais, je sens, j'y vais et je ne lâche pas. Toutes les occasions sont bonnes pour imposer les talents que j'ai pu découvrir. C'est pas une question d'ego, hein, c'est pas du tout une question d'avoir raison ou pas. Je suis pas du tout dans ça et heureusement, Dieu merci. Pour moi, j'ai un ego, je pense, voire pas, ou alors très bien placé, je pense, parce que dans ce milieu-là, il vaut mieux avoir un ego extrêmement bien placé. Mais c'est vrai que pour Stéphane de Groot, ça a été un exemple le plus flagrant. C'est que j'ai mis 6 mois à l'imposer sur l'antenne de Canal, alors que, ça paraît dingue aujourd'hui d'entendre ça, en fait. C'est quand on connaît son talent et d'écriture. C'est Camille Chamou, en fait, qui m'avait présenté, que j'avais aussi découvert et lancé sur Canal, qui m'a présenté Stéphane en me disant tu vas voir, c'est un super comédien, il est belge, etc., etc. Alors moi, j'ai une passion pour les Belges, mais infinie, parce que c'est des gens tellement désinhibés, qui se prennent tellement pas au sérieux. Et c'est vrai que j'ai rencontré Stéphane et qu'il écrivait pas en fait à l'époque. Enfin, il écrivait, mais des petites choses. Enfin voilà, il écrivait pas véritablement. Et je lui ai dit, en discutant avec lui, j'ai constaté cette façon très organique de parler. J'ai pas d'autres mots en fait. C'est vraiment ce mot-là qui me vient pour lui. Et je lui ai dit, vous savez quoi ? Il me dit non. Je vais vous apprendre à faire une chronique et vous allez faire des chroniques à l'antenne. Il me dit quoi ? Mais j'ai jamais fait ça, je sais pas comment on fait, etc., etc. Donc je vais expliquer le principe de la chronique, comment ça s'architecturait. Et puis ensuite, on a pris un plateau sur Canal et il a écrit une première chronique qui était toute simple, une idée toute bête. C'était des lettres d'abonnés, en fait. Donc, il écrivait une lettre d'un abonné lambda, une femme au foyer, ou un étudiant, ou un homme à la retraite. Enfin, extrêmement longue, extrêmement drôle et extrêmement savoureuse, comme il sait faire. Ouais. Et il répondait, donc il lisait la lettre et il répondait en 2 secondes à cet abonné en Stéphane de Groot. Ouais. Voilà, et ce petit pilote sous le bras, j'ai... été tapée à la porte de mes patrons. J'ai pas lâché jusqu'au moment où Céline Pigalle, qui était la rédactrice en chef, qui arrivait de Belgique aussi à l'époque de la matinale, est venue me voir en me disant qu'est-ce que tu as dans tes placards et tout ça. Et je lui ai dit, j'ai quelqu'un pour toi qui est extraordinaire, qui s'appelle Stéphane de Groot. Et ça a commencé comme ça. Elle a dit, ok, je prends, il a l'air génial et tout. Et l'histoire de Stéphane, c'est vraiment ça. Il habitait en Belgique encore à l'époque. Il faisait une chronique 1 fois par semaine. Mais c'était à la grande époque de Facebook où il y avait, je sais pas vous dire, 3000, 4000 likes sur une chronique. Enfin, c'était... il se levait à 6h du matin pour venir à l'antenne. Enfin, c'était fou de voir ça et de voir le succès, en fait, de ses chroniques. Donc, d'une chronique, il est passé à 2 par semaine. Il a fait 2 saisons sur la matinale. Et ensuite, c'est le producteur Laurent Bon, en fait, qui est le producteur du supplément, en fait, qui l'a récupéré pour le mettre sur son antenne du supplément. Et c'est là que l'envolée s'est faite, en fait. Voilà. Mais c'est vrai, quand on y repense, quand on connaît les coulisses et la cuisine interne et qu'on sait que j'ai dû être force de l'imposer, de dire faites-moi confiance, vous verrez, il est sensationnel, je sens en lui un potentiel et extraordinaire et tout. Et voilà, et c'est vrai, quand on y repense, ça paraît fou de se dire voilà. Et c'est vrai que ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant, depuis 2 ans, que je suis agent artistique, une de mes premières missions, en fait, ça a été de taper à la porte des éditeurs et tout ça. Et c'était assez drôle parce que je ne pensais pas que j'étais aussi connue dans les maisons d'édition. C'était très rigolo parce que Stéphane a fait un des plus gros succès de librairie avec ses recueils de chroniques. Ouais. Il en a fait 2 qui ont eu un succès, mais je crois qu'on a été vendus à plus de 300 000 ou 400 000 exemplaires, en fait, les 2. Et qu'il raconte notre rencontre, en fait, en préambule du recueil, et il raconte toute cette magie, en fait, qui s'est opérée entre nous, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des liens qui sont indéfectibles, et c'est quelqu'un qui est d'une reconnaissance inouïe encore aujourd'hui. Je sais qu'il parle encore de moi. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un, un être vraiment très généreux. Extrêmement généreux, extrêmement talentueux, et d'une reconnaissance inouïe, mais même si je n'ai fait que accompagner son talent, bien évidemment. Voilà. Je trouve très très intéressant cette anecdote, et je vous remercie, Christelle, parce qu'en fait on comprend qu'il y a vraiment finalement 2 parties dans votre métier. Il y a d'abord la partie purement presque spirituelle, kinesthésique, d'identifier le talent, et ça j'aimerais qu'on en parle parce qu'en fait ça me paraît tellement fou, franchement, que je veux bien essayer de comprendre ce qui se passe en fait dans votre cerveau ou dans votre cœur, je sais pas. Et puis il y a l'autre partie après qui est le travail. Et en fait, je trouve que c'est très très lié à ce que moi je vis par exemple en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'en fait il y a le gut feeling, il y a le truc qu'on peut pas expliquer. Mais en fait, ça suffit pas.
derrière, il faut s'accrocher et vous avez dit « je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche ». Et je trouve que c'est hyper puissant comme message que vous faites passer, qui est que c'est bien d'avoir ce talent inné, d'avoir cette vision, mais après, derrière, il faut faire passer le message, il faut s'accrocher parce qu'en fait, la route est assez difficile. Et je trouve que c'est vraiment un exemple assez merveilleux que vous nous avez donné d'un succès, en plus, dans ce domaine. Mais pour revenir à la première question, qu'est-ce qui se passe concrètement, Christelle, si vous arrivez à le décrire, quand vous avez vu Stéphane ou quand vous avez vu, je sais pas, Charlotte Lebon, enfin, d'autres personnalités comme ça qui sont des personnalités peut-être avec une aura, comment est-ce que vous arrivez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment vous arrivez à vous dire, cette personne-là, elle a un vrai potentiel? C'est pas dans la tête que ça se passe pour moi, en tout cas, ça se passe dans le corps, en fait. Là, ça peut paraître vraiment très perché, tout ça. J'ai comme des alertes, en fait, au niveau du plexus solaire. Et quand j'ai découvert Charlotte Lebon, j'avais comme si j'avais un petit bonhomme qui me tambourinait dans le corps. Mais elle a fait quelque chose de spécial? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai découvert Charlotte, c'était une époque où Adèle Blanc-Sec avec Louise Bourgoin est sortie. Ça a fait un raz-de-marée inouï. C'était un des plus grands films, en fait, qu'a porté Louise. Et voilà. Et la directrice de casting, en fait, qui à l'époque, Fabienne Bichet, avait organisé techniquement, en fait, les castings pour la Miss Météo, avait posté une annonce sur Facebook en disant « Je cherche la nouvelle Miss Météo de Canal, etc. etc. » Autant vous dire, c'est pas que nous avons été assaillis, c'est que ça a été un tsunami de demandes en tout genre. Même moi, mon nom à l'époque ne circulait pas trop encore. Les candidates ont réussi à l'avoir. On a dû mettre des gardes du corps. Et je vous assure, c'est réel. À l'entrée et de Canal et du casting. J'ai 5 journalistes que j'ai réussi à tromper, qui se faisaient passer pour des candidates pour faire des papiers. Enfin, que j'ai réussi à découvrir au téléphone. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'était une folie inouïe. Parce qu'à l'époque, cette Miss Météo, si vous voulez, c'était l'égérie de Canal. C'était un tremplin énorme. Et c'est vrai que j'avais vu à l'époque environ 300 ou 400 filles. Enfin, c'était comédienne, c'était incroyable. Et en fait, on a eu un espèce avec Laurent Bon. Je me rappelle, on s'était parlé beaucoup à l'époque, qui était à l'époque le producteur du Grand Journal, avec Michel Denisot. On était écœurés de voir à quel point toutes ces candidates étaient prêtes à tout. Alors vous me direz, c'est peut-être nous qui avons la responsabilité d'avoir fait des monstres, entre guillemets, parfois, et d'avoir créé, si vous voulez, ce monstre de notoriété de la Miss Météo qui prenait une ampleur. Enfin, les candidates étaient prêtes à tout, quoi. C'était affolant. Et ce qui était assez... bon, voilà, donc on fait cet énorme casting, on se parle avec Laurent. Enfin, aucune des candidates ne ressort du lot. Et puis, je continue mes castings parce que je m'occupais aussi des castings des chroniqueurs et des journalistes. Et puis, j'étais en contact avec un journaliste qui s'appelle Raphaël Sioffi, qui avait monté un blog à l'époque qui s'appelait Spang. Et du coup, en discutant avec Raphaël, je dis « envoie-moi quelques photos de toi, etc. etc. Envoie-moi un petit dossier, etc. etc. » Et il m'envoie plusieurs photos, dont une photo de lui... alors, visiblement, après, il m'a expliqué, dans une boîte de nuit avec un mur en graffiti, avec au 3e plan, visiblement, un musicos extrêmement connu que je n'ai absolument pas vu. Et lui, assis à côté de lui, une jeune femme, mais faisant une grimace, mais épouvantable. Mais alors, je n'ai vu que ça. Je ne sais pas comment vous dire. Une aura incroyable, des cheveux de sirène qui lui tombaient jusqu'en bas du dos, et puis une joie de vivre époustouflante. Et j'ai eu comme une alerte dans le corps, en fait. J'appelle ça des fulgurances, comme je peux avoir. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire, dans le corps, vraiment une alerte. Et donc, j'appelle tout de suite Raphaël en lui disant, mais... qui est cette personne, quoi? Je crois qu'en plus, dans ces cas-là, je suis mon côté bon bélier, bulldozer, voilà. Et je lui dis même pas bonjour, je crois. Je lui dis, c'est qui la fille à côté de toi? C'est qui la fille à côté de toi? Enfin, comme ça, complètement surexcitée et enjouée. Et il me dit, c'est dingue que tu remarques cette fille. Effectivement. Alors, il me fait tout son tableau. Elle est très talentueuse, elle dessine, elle est incroyable, elle est mannequin, elle est sublime, elle est ci, elle est là, là. Je fais, ok, mais je veux la voir, qui est-elle? Il me dit, écoute, il y a un problème. Je lui fais, c'est quoi le problème? Il me dit, elle est québécoise. Et là, je me rappellerai toujours, je vous assure, Pauline, comme si c'était hier, j'ai poussé un cri dans le bureau. Je me suis dit, quoi? Mais c'est la meilleure nouvelle de l'année, québécoise. En plus, je lui fais, Raphaël, je veux la voir immédiatement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer pendant une quinzaine de jours avec Charlotte, qui était à l'époque mannequin, effectivement, depuis 8 ans. Et qui parcourait les États-Unis, parce qu'elle avait plusieurs shootings. Et on s'est vus, je me rappellerai toujours,
Elle est venue, je l'ai récupérée en bas 15 jours après dans l'atrium de Canal. Je me souviens exactement comment elle était habillée. Habillée vraiment avec une petite chemise en chambray, avec un petit pantalon à pince en jean, vraiment très preppy. Et puis et les cheveux comme ça qui lui tombaient, mais alors comme une sirène, incroyable, et ce sourire et ses yeux de Bambi. Et je suis allée la chercher. J'étais complètement... j'en ai la chair de poule en vous en parlant encore. Émerveillée. 5 minutes après, on monte dans mon bureau. Je recevais plein de coups de téléphone de tous les garçons journalistes qui l'avaient repéré en bas. Qui c'est cette fille? Est-ce que tu veux pas que je t'apporte des cafés, etc., etc. Et ça a été ma rencontre avec Charlotte qui a été inouïe. Et j'ai su, je sais pas comment vous dire, je savais que c'était elle, en fait. Je savais, c'était plus fort que moi. C'était une évidence. Vous voyez, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on rentre dans une pièce et on voit cette personne et on se dit c'est une évidence, en fait. Voilà comment je fonctionne, en fait. C'est très particulier, vous voyez, c'est c'est unique. C'est indescriptible, en fait. Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi, voilà. Mais si, pourquoi, je sais un peu, mais je crois maintenant. Mais voilà, mais c'est vrai que mon talent est là, c'est celui d'accompagner le talent des autres et de les porter le plus loin possible. Donc voilà, et donc c'est vrai, après on est parti dans un pilote, on a tourné un pilote, il y avait encore quelques-unes des candidates, il restait une dizaine de candidates en fait, et ce qui était assez drôle, c'est que je me souviendrai toujours, et donc j'ai Laurent Bon qui m'appelle en me disant elle est extraordinaire et tout ça, enfin fantastique, et je me souviendrai toujours, c'était un vendredi en fin d'après-midi à 18h, sur mon téléphone portable, j'avais tous les numéros de tous les présentateurs de la chaîne, et pour la première fois, je vois le nom à 18h s'afficher de Michel Denisot. Je me suis dit mais c'est une blague. Comme à l'époque, il y avait tout le temps Omar-et-Fred qui me faisait toujours des blagues en faisant passer pour des gens et en me faisant des blagues au téléphone. Je me suis dit encore, ça c'est un coup d'Omar-et-Fred. Et en fait, non, je décroche et je fais allô? Oui. Allô, Christelle, c'est Michel. C'est Michel Denisot. Et puis là, tout d'un coup, il s'est mis à me dire mais elle est parfaite, elle est extraordinaire. Jamais j'ai vu ça. Elle est sensationnelle, mais vraiment bravo, 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 bravo. Et c'est là, en fait, que Michel a commencé à déplacer, à changer la configuration du plateau, de la table, comme on dit. Il a positionné Charlotte à côté de lui, en fait. Voilà, c'est là que ça a pris une ampleur, c'est-à-dire que pendant 6 mois, mais je vous assure, je me souviens extrêmement bien de cette époque-là, la France entière n'a parlé que de ça, en fait. Des Charlotte Lebon, elle ne donnait aucune interview. Moi, quand j'allais dans des dîners, on ne présentait même pas par mon prénom et mon nom, on me disait c'est la fille qui a découvert Charlotte Lebon. Enfin, vous voyez, ça a pris une ampleur, mais inimaginable, en fait. C'était fou, quoi. C'était fou. Mais Charlotte est unique en son genre, en fait. C'est un phénomène, un spécimen rare. Enfin, de là à le voir sur une photo, c'est ça qui est quand même assez dingue. Après, heureusement que Raphaël est complice avec moi de cette histoire, si vous voulez, parce qu'on ne m'a pas cru, en fait. Il y a plein de gens qui me disent, mais comment tu as pu voir ça? Parce que si un jour je vous montre la photo, vous direz, mais comment c'est possible? Parce qu'on la reconnaît à peine, en fait. Et moi, voilà, ça a été très une évidence, en fait, vraiment une évidence. Christelle, j'ai remarqué quand vous me parliez, et je ne peux pas m'empêcher de rebondir dessus, que vous disiez, si en fait je sais pourquoi j'ai ce talent. Et du coup, je ne peux pas ne pas vous poser la question, je suis désolée. Mais ça me titille. Pourquoi vous avez ce talent ? En fait, je suis convaincue que les artistes sont le porte-parole, en fait, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je crois que fondamentalement, plus personne croit en la politique, en nos politiques. Et fondamentalement, je pense que ce sont les artistes. Ça se voit, on le voit énormément aux États-Unis. On voit à quel point à Hollywood, en fait, les acteurs sont extrêmement des porte-drapeaux politiques en tout genre, et sur la diversité, et sur les violences faites aux femmes, sur... Il y a d'ailleurs une responsabilité qui est hyper importante. Hyper importante, et à quel point ils font bouger les choses. Il faut voir aux Oscars ce qui est en train de se passer. En fait, c'est inouï, en fait. Voilà, alors... C'est peut-être dans un extrême autre, parce que c'est vrai qu'ils ont réussi à imposer des quotas, en fait. Alors, c'est peut-être extrémiste d'avoir fait ça. Il faut bien démarrer par quelque chose et quelque part. Donc, avant que tout ça se régule, évidemment, ils y vont en force. Mais je pense que c'est même pas je pense, c'est nécessaire, en fait. C'est indéniablement. Donc pour moi, les artistes ont vraiment cette mission d'aider le plus grand nombre, en fait, d'aider le collectif. Et quand on le voit aujourd'hui, ce qui se passe, et avec tous les cinémas fermés, enfin, avec tout... Enfin, je veux dire, voilà, c'est d'autant plus, si vous voulez, on se rend compte à quel point les artistes sont importants dans la vie du quotidien et font du bien aux gens, en fait, et à quel point c'est nécessaire et incontournable. Donc
Donc ma petite part du jeu, si vous voulez, c'est vraiment d'aider, de les accompagner du mieux que je peux à révéler leur potentiel, à révéler leur talent, à les porter, à les accompagner, à les aider, à exploiter, à diffuser et aussi à libérer des choses. Parce que ce que j'adore en fait dans mon métier, plus que tout, on en parlait tout à l'heure justement, c'est de libérer en fait le plein potentiel des gens. C'est ce que j'ai fait avec Guillaume Gallienne. Quand je suis allée chercher Guillaume et que j'ai ratissé la Comédie Française, en fait, ça a été ça, ça a été le point de départ. Ça a été libérer quelque chose chez lui qu'il ne voyait pas forcément. Il ne croyait pas au fait qu'il avait le potentiel de faire du cinéma? Alors, pas le cinéma, c'est de la télé. Parce que D'accord. Guillaume, quand je suis allée le chercher pour qu'il fasse, qu'il lui laissait carte blanche d'une expression en fait sur l'antenne de Canal. Donc je l'ai découvert donc ça lui plaît beaucoup parce que c'était un texte de Dario Fo, Saint-François Xavier le jongleur d'ailleurs qui rejoue qu'il a rejoué il y a quelques mois à la Comédie Française et c'était pas du tout dans sa pièce Guillaume et les garçons à table. Et c'est vraiment de se dire, j'ai la capacité aussi de libérer ma parole et ma créativité à travers le médium de la télé. Ouais. Et ça, pour lui, c'était pas du tout évident. Quand je suis allée chercher, je suis restée 3 heures au téléphone avec lui à essayer de le convaincre en disant, mais Monsieur Gallienne, vous avez énormément de choses à faire. D'ailleurs, au départ, j'ai eu un barrage de la Comédie Française quand j'ai appelé au bureau de la Comédie Française en disant, j'aimerais beaucoup parler à Monsieur Gallienne. Et qu'on m'a répondu, mais vous savez que Monsieur Gallienne est sociétaire de la Comédie Française, il fait pas du tout télévision. Je sais bien, mais laissez-lui le choix, en fait. Laissez-lui le choix de me rappeler ou pas. Et ça a été le mot, laissez-lui le choix, la liberté de me rappeler ou de pas me rappeler. Guillaume me rappelait 1 heure après. Et c'est là qu'on est parti dans une conversation très longue qui a duré plus de 3 heures parce que j'avais fini par poser les pieds sur ma table en me disant je vais y arriver, je vais le convaincre. J'ai réussi. Voilà, le pitbull qui est convaincu. Et... Vous savez... C'est la parole en fait, c'est la force de persuasion, c'est une énergie en fait. Tout fonctionne avec l'énergie. Et quand vous croyez aux choses et que vous croyez en les gens et que vous croyez dans les artistes, dans le potentiel de certains artistes auxquels que vous défendez, cette énergie, elle passe en fait. Elle se transmet, elle se diffuse, elle se déploie, elle devient contagieuse en fait. Voilà. Et j'ai contaminé Guillaume en lui disant s'il vous plaît, cherchez vraiment, réfléchissez à une idée. Et c'est lui, il s'est piqué au jeu, il m'a dit ok, vous m'avez piqué au jeu. Et 15 jours après, il m'a invité au Top, au Théâtre de Boulogne en fait, pour voir Guillaume et les garçons à table. Et là, j'étais... pas vous dire, plus que conquise. Et ensuite, il a réfléchi donc aux bonus de Guillaume, et qui pour lui ont été un tremplin, parce qu'il a fait ces petites pastilles de bonus pendant 2 ans sur l'antenne du Grand Journal, et ça a été pour lui, il y a eu un avant, un après. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu te rends compte, Christelle, que je reçois maintenant 10 à 15 scénarios par jour? Avant, il en recevait même pas 10 à 15 par an. C'est inouï d'à quel point la télé est un catapulteur, un catapulteur de talent, quoi. C'est un accélérateur de particules, en fait. Ça a été pour lui, il a pu exprimer autre chose que ce qu'il exprimait sur la scène de la Comédie Française, vous voyez. Donc, il y a eu un avant et un après. Il a pu monter son film grâce à ça. Il a eu 5 Césars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 5 Césars. Enfin, c'est inouï. Et c'était drôle parce que pendant la cérémonie, je recevais même des SMS en me disant bravo, bravo, bravo. Je veux dire, c'était assez dingue en fait. Voilà, ça a été vraiment. Donc, tout ça est très réjouissant. Donc, tout ça me nourrit beaucoup. Et encore une fois, c'est pas du tout une question d'ego du tout. C'est une question de voir à quel point on se dit qu'on a réussi à son petit niveau à accompagner un artiste. Et à le révéler. À le révéler, à ce qu'il exprime son plein potentiel, sa créativité, et qu'il la diffuse en fait, et qu'il partage. Et dans le cas de Guillaume, c'est juste un acteur à part, et aussi un être à part, parce que c'est encore aujourd'hui avec moi d'une reconnaissance infinie et inouïe. Enfin voilà, c'est un grand monsieur, quoi, un grand artiste, vraiment. Qu'est-ce qui a fait, Christelle, que vous êtes tombée dans le monde du casting, de la recherche de talent, du management de talent? Parce que peut-être que cet instinct de révélateur, vous l'aviez plus jeune, c'est ce que vous disiez, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvée un jour chez Canal à décider un peu franchement, du succès ou non de telle ou telle personne? Enfin, c'est quand même fou. Alors, c'est toujours la même histoire, en fait, cette façon de suivre le mouvement de la vie, suivre le flow, en fait, en permanence. C'est-à-dire que vous savez, je pense qu'il faut, et encore plus aujourd'hui, l'attitude qu'il faut avoir, c'est l'attitude d'un roseau. C'est plier sans casser. C'est suivre le mouvement.
suivre. Parce que la vie n'est que jalonnée de rencontres. En fait, on réussit pas seul dans la vie, on réussit avec les gens qui vous accompagnent, les rencontres que vous faites. C'est pas le but en soi en fait qui est important. C'est vraiment les gens que vous rencontrez sur votre chemin. Et c'est vrai que j'ai eu la chance. J'ai fait une école qui s'appelle les FAP. En fait, j'ai fait la Sorbonne en lettres modernes spécialisée parce que moi j'étais nulle en maths et je suis pas du tout une matheuse, mais je vais pas vous dire, c'était une punition pour moi. Et on peut réussir sans être bon en maths. C'était une catastrophe. Et je voulais faire le CELSA et à cause de mon dossier épouvantable en maths, j'avais 4, je crois. Catastrophe, très 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 bonne en lettres, mais voilà. Donc j'ai pas pu rentrer au CELSA. J'ai fait une année en lettres modernes spécialisées et c'était une nouvelle section à la Sorbonne. Et ensuite, après, et là, je me suis dit, c'est pas fait pour moi non plus. Et je me suis dit, je vais rentrer à l'EFAP. Et donc, l'EFAP, c'était une école, en plus, qui est pas du tout dans mes moyens. Je viens pas du tout de ce milieu-là. Je viens d'un milieu plutôt simple et plutôt défavorisé et pas du tout bourgeois ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est vrai que donc j'ai travaillé, je me suis donné les moyens pour payer cette école et j'ai jalonné, si vous voulez, et j'ai bossé, quoi. En fait, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que cette école permettait d'être à la fois en alternance en entreprise et aussi apprendre la théorie et j'ai continué et j'ai bossé. Je me suis rendue indispensable dans tous les stages où j'allais. J'ai même fait je me suis retrouvée dans le bureau de Jacques Séguéla chez Euro-RSCG en train de coller les enveloppes et à envoyer ses livres, à 4 pattes dans son bureau en train de coller les enveloppes pour les envois. Enfin, je sais pas comment vous dire, à me rendre indispensable du jour au matin en travaillant, en observant. Et ça a gêné. Vous preniez rien pour acquis, quoi. Rien, en fait. Rien. Et rien pour acquis. Et puis surtout de se dire, de prendre conscience que tout est une chance, en fait. Vraiment, tout est une chance. Et donc, ma vie n'a été jalonnée que de rencontres et d'opportunités que j'ai saisies. C'est saisir ces opportunités-là, à se dire « Waouh, tu rencontres quelqu'un », voilà. Et donc, j'ai travaillé pendant 5 ans avec une femme qui s'appelle Charlie, qui était dans les années 90, une des plus grandes coiffeuses au monde. Donc, je travaillais dans la haute coiffure française, qui a fait ses classes chez les Sœurs Caritas et qui ensuite a été abritée chez Monsieur Alexandre de Paris, que j'ai bien connu, qui coiffait les rois, les reines, enfin, un autre monde, une autre époque. Et je m'occupais du service de presse. Je travaillais vraiment dans la communication au tout départ. Et après, je travaillais pendant 5 ans avec Charlie, où j'ai pu rencontrer déjà, être au contact, en fait, d'un certain niveau d'excellence, en fait. D'excellence et d'apprendre aux côtés de Charlie, si vous voulez, parce que je passais ma vie avec Sarah Moon, les plus grands photographes, Paolo Roversi, André Rau, avec les plus grandes actrices au monde, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, que je côtoyais régulièrement, avec toutes ces femmes-là qui ont un niveau d'exigence, si vous voulez, qui est imparable. Et j'ai bossé avec Charlie pendant 5 ans. 5 ans que ça a été vraiment une très grande école pour moi, déguiser mon œil, déguiser mon regard, en fait, sur le sens du détail, le sens du beau. Et ensuite, j'ai senti qu'il fallait que je change et que je bouge. Je suis entrée dans une agence de mannequins qui s'appelle Métropolitane, où je m'occupais du département célébrité de l'agence. C'était l'époque où Zidane avait fait la pub pour Evian. Et toutes les agences surfaient sur le potentiel, en fait, des sportifs de haut niveau et des actrices. Ça paraît dingue aujourd'hui, mais des actrices qui devenaient mannequins, quoi. Oui, c'était l'époque de Claudia Schiffer, l'époque de Linda Evangelista, des top modèles qui avaient raflé tous les contrats. C'était pas du tout ni les sportifs ni les actrices. Et donc, je suis pas restée longtemps chez Métropolitane. Je suis restée 1 an et demi. J'ai eu le temps de faire un énorme concours en Chine mondial avec 50 pays. Ça a été inouï, une grande aventure. Mais j'ai été appelée un matin par une jeune femme qui s'appelle Corinne Debury, et que je remercie encore, qui suivait mon parcours professionnel et qui suivait cette endurance et cette force, cette volonté, et qui m'a dit « Écoute Christelle, voilà ce qui se passe, c'est ultra confidentiel, je rentre chez Canal, c'est avec Alexandre Rubini qui va remplacer Alain de Greff, et voilà, et j'ai pensé à toi, Alexandre va rentrer avec 2 personnes, j'ai tout de suite pensé à toi, il faut absolument que tu le rencontres, et donc voilà, et donc j'ai rencontré Alexandre à 8h du matin, place de la République, dans un petit troquet, et en 20 minutes, il m'a dit « Ok, je vous engage », mais ça a été... Voilà, Alexandre, quelqu'un pareil, il fonctionne sur son instinct. C'est un très très grand créatif. C'est lui qui a créé l'émission En Aparté, qui fourmille d'idées, de concepts. C'est un vrai visionnaire. Et il m'a engagée quasiment sur le champ. Et j'avais 30 ans quand je suis rentrée chez Canal. C'était 5 mars 2001. J'allais avoir 30 ans parce que je suis née le 23 mars. Et je me suis dit, qu'espérer de mieux pour ces 30 ans que de rentrer dans la grande maison Canal, qui était à l'époque...
le rêve absolu dans le PAF, quoi. Vraiment le rêve absolu. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'Alexandre avait créé un poste pour moi, en fait, de mettre en lumière le crypté dans le clair. Ça veut dire donc pour vous dire, c'est comme si là-haut ou je ne sais où, ils avaient déjà beaucoup d'humour. Et déjà, c'était les prémices de ce que j'allais faire plus tard, quelques temps après, pas longtemps après. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve des astuces éditoriales pour donner envie aux gens de s'abonner sur Canal. Donc, par exemple, je faisais venir Stéphane Perron pour parler du doc animalier qui est diffusé en crypté à 17h le dimanche, comme Stéphane est un orateur hors pair, pour donner envie aux gens de se dire « Oh là là, il y a un super doc animalier, il faut que je m'abonne. » Voilà. Et donc, c'était vraiment trouver ces petites astuces éditoriales. Sur ce, je me suis occupée aussi d'une énorme opération autour de M. Saint-Laurent. C'était le dernier défilé de M. Saint-Laurent au Centre Pompidou. Et c'est vrai que comme j'avais plus que les 2 pieds dans la mode et que je connaissais tout le monde et toutes les figures emblématiques et les actrices, donc ils m'ont collé en fait à la coordination de toute cette opération et était retransmis donc le dernier défilé de M. Saint-Laurent et une interview exclusive de lui de presque 2 heures. Et c'est à cette époque-là en fait que j'ai rencontré mon mentor. Un de mes mentors, qui est une femme extraordinaire, donc qui s'appelle Ariel Saraco, qui est la patronne de la création originale aujourd'hui à Canal, qui est à Canal depuis 35 ans, et que l'aventure, il y a eu un coup de foudre, en fait, on va dire, professionnel, et Ariel aussi venant du milieu de la mode, elle est ancienne rédactrice en chef du magazine 20 ans. Enfin voilà, une vraie affinité, une vraie complicité professionnelle et un vrai coup de cœur. Et c'est là que l'aventure a commencé à démarrer. Et donc Ariel se retrouvant après directrice des programmes. Petit à petit, en fait, si vous voulez, c'est de fil en aiguille, en fait, que j'ai suivi le mouvement parce qu'il y a eu énormément de plans sociaux, enfin de restructuration, de changement de grille, enfin en tout genre, où j'ai travaillé sur les émissions. Enfin voilà, mon poste a évolué au fur et à mesure des mouvements de la chaîne. Et jusqu'au moment où Rodolphe Belmer arrivant discute avec Ariel Saraco et dit il faut renouer absolument avec les valeurs et l'identité de Canal, il faut remettre au goût du jour cette cellule de repérage de talent. Parce que ça a toujours été, cette cellule de repérage fait partie de l'ADN de Canal, elle a toujours existé, mais elle était un peu en sommeil, étant donné tous les remous de la chaîne. Et ils m'ont proposé de m'en occuper avec une autre jeune femme qui s'appelle Charlotte Meunier. Ça s'est fait, mais alors, on peut encore en rigoler aujourd'hui. Moi, j'ai pas d'enfant, et donc Charlotte me disant écoute, toi, tu t'occupes des humoristes, et moi, je m'occupe des journalistes et des chroniqueurs. Ça a vraiment démarré comme ça. OK. Et j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin. Parce que moi, j'ai besoin de m'emparer, de connaître tous les tenants et les aboutissants. En fait, vous voyez, j'ai besoin de comprendre l'écosystème de quelque chose. Comme je vous dis, le côté très pragmatique que j'ai, très ancré, c'est ça, en fait. Vous n'étiez pas particulièrement spécialisée à l'époque sur les humoristes, donc vous ne connaissiez pas ça. Pas du tout. En plus, pas du tout. Mais vraiment, je sortais pas particulièrement dans les cafés-théâtres et tout ça. C'était plus le cinéma qui m'attirait et pas du tout les cafés-théâtres et tout ça. Donc, je me suis emparée du bébé. Et là... Et comment vous avez fait alors pour maîtriser le sujet? Parce que... c'est très simple, en fait, c'est d'être sur le terrain en permanence. Donc, quand on parle de concret, parce que je n'aime que le concret dans la vie, c'est vraiment de s'emparer, de rencontrer les directeurs de théâtre, d'écumer, en fait, de la cave au grenier, toutes les salles de spectacle de Paris. Et ça a été ma vie pendant une 15aine d'années. C'est-à-dire que j'étais tous les soirs au théâtre. Et quand je vous dis tous les soirs, vraiment, j'ai organisé ma vie par rapport à ça. Je voyais parfois 2 spectacles dans la soirée. Vous voyez, j'enquillais. Donc j'étais dans un petit théâtre, par exemple les 3 Bornes. Je m'enquillais 2 spectacles l'un après l'autre parce que je mettais à profit. Mon travail, temps. En fait, mon temps, enfin voilà, et j'organisais ma vie, dîner avant avec mes amis, les emmener avec moi, ou dîner après, enfin c'est vraiment un sacerdoce, quoi, c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, ça fait partie de votre quotidien, quoi, vraiment, voilà. Et donc, vous vous spécialisez sur les humoristes, donc on comprend... Pas forcément, c'est-à-dire que l'antenne de Canal, si vous voulez, essentiellement, c'est vrai qu'il y a de l'humour, c'est divertissant, donc forcément j'ai focalisé un peu plus mon attention sur les humoristes et toute cette émergence en fait du stand-up en France, parce que j'ai détecté 2 ans avant que véritablement elle explose avec le Jamel Comedy Club, mais forcément s'étant une antenne divertissante et d'entertainment et tout, il fallait vraiment aussi. Voilà, il fallait vraiment se focaliser avant tout sur les comédiens et les humoristes à proprement dit, parce que Canal a révélé de nombreux humoristes, donc
Donc voilà, j'ai fait un focus sur ça. Ensuite, peu de temps après, en fait, la DRH de Canal venant me voir pour me proposer la direction de Comédie, de la chaîne Comédie, j'ai refusé. Alors, tout le monde a dit, mais quoi, tu refuses la direction d'une chaîne et tout ça? Je fais, bah oui, parce que c'est pas mon ambition, en fait, de m'occuper et de prendre du galon. Oui, de faire de la gestion. Faire de la gestion DRH ou autre. Prendre la direction du chaîne, ça ne m'intéresse pas, c'est pas du tout mon ambition. Moi, mon ambition, c'était justement de continuer à faire ce que j'aimais, parce que j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau, et je baignais complètement dans... Et c'est de révéler les gens, les talents, et de les accompagner le plus haut possible et le plus loin possible, c'est vraiment ce que j'aime, en fait. Et Charlotte Meunier, donc avec qui je travaillais, acceptant de prendre la direction de Cuisine TV et Maison Plus à l'époque, du coup, je me suis emparée complètement du bébé. Et donc, j'ai internalisé tous les castings. Et donc, c'est là, en fait, que tout a vraiment explosé de part et d'autre. C'est que vraiment, je me suis occupée, je me suis emparée du sujet dans sa globalité, aussi bien que les chroniqueurs, les journalistes, les réals, les auteurs. Enfin, voilà. Et j'ai fait ça pendant plus de 10 ans toute seule. Tout passait par vous. Tout passait par vous, quoi. Essentiellement, c'est vrai qu'après, il y a d'autres têtes pensantes comme Ariel, évidemment, comme Ara Prican, voilà, d'autres têtes pensantes qui aussi flairaient les talents et qui avaient aussi un avis sur la question, bien évidemment, et on en discutait. Mais c'est vrai que moi, j'étais complètement dédiée à ça. J'étais dédiée du soir au matin à aller écumer et toutes ces salles, faire des rencontres, à lire toute la presse, je ne sais pas comment vous dire. Je suis une boulimique de presse, je dois être abonnée à tout ce qui peut exister de presse. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, à lire, dès que je voyais un article qui m'intéressait, je rencontrais les gens, en fait. Je les appelais, allô, est-ce que vous ne voulez pas faire de la télé? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on se rencontre? Une curiosité, une boulimie de curiosité, mais insatiable. J'ai une boulimie insatiable de rencontres. Il y a un point que vous avez évoqué qui m'a beaucoup intéressée, c'est que vous aviez dit que Ariel a été votre mentor. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en fait cherchent des mentors. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui ont aussi réussi justement parce qu'ils ont réussi à se faire accompagner, à avoir des personnes qui à un moment leur ont tendu une main. En quoi est-ce qu'Ariel a été votre mentor? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Quels ont été les enseignements finalement qui vous ont le plus marqué? Déjà, c'est l'humilité, en fait. Ça peut paraître assez dingue de parler de ça, mais je pense que, c'est une femme d'une intelligence et d'une humilité rare, d'un talent inouï, parce c'est quelqu'un de très visionnaire et qui a fait vraiment les grandes heures. Alors j'ai su la semaine dernière qu'elle allait quitter Canal l'année prochaine, et franchement, elle leur a marqué, en fait, de sa patte, en fait, le groupe, en fait, de manière extraordinaire, en fait. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui vous apprend de l'humilité, la simplicité, le goût des choses, le pas de côté, en fait. C'est d'être tout le temps d'un pas de côté. Et Dieu sait que chez Canal, c'est extrêmement important d'être toujours à l'avant-garde, d'être toujours sur ce petit pas de côté qui va bien pour toujours cueillir et étonner les gens, mais surtout une profonde humilité, une profonde générosité et un respect des autres. Ariel est réputée pour être la personne qui répond le plus vite aux mails et le plus vite aux gens sur les projets sur la place de Paris. Ça paraît inouï, même des gens disent parfois, mais vous êtes sûr que vous avez lu mon mail? Vous êtes sûr? Et ce souci, si vous voulez, de perfectionnisme et de respect des autres, en fait. Voilà. Et puis, elle est extrêmement drôle, en fait. C'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux, et vous faites des réunions avec elle, mais c'est voilà. Donc c'est vraiment cette humilité, ce professionnalisme, en fait, à toute épreuve, en fait, vraiment. Et puis ce calme, en fait. Vous voyez, ce côté très posé, très calme et serein, un peu serein, et on s'emballe pas, et on pose les choses intelligemment. Enfin voilà, vraiment vraiment ça, en fait. Voilà, ça a vraiment été un de mes grands mentors, vraiment. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Moi, j'ai eu quelques mentors comme ça, en fait. Femmes, en fait, qui jalonnent ma vie, en fait. Comme Françoise Rousselin aussi, que c'est une femme qui est décédée il y a un certain temps maintenant, et qui a été un des chefs de pont fondateurs, en fait, de Canal. Je la connaissais, en fait, auparavant. Elle était décédée plusieurs années avant que je rentre chez Canal, mais Françoise, c'est aussi quelqu'un pour moi qui était un exemple, une exemplarité et un professionnalisme, en fait, inouï. Personne ne savait qu'elle était malade, elle était atteinte d'un cancer, et c'était la première à vous dire « Comment ça va, Christelle? Comment vas-tu ?» Voilà, une autre femme que j'aimais énormément aussi, qui s'appelle Marie-Claire Powells, qui a créé le Madame Figaro, enfin, qui était à la direction du Madame Figaro, que j'ai bien connue aussi, et qui était pour moi aussi un de mes mentors. Enfin voilà, j'ai eu des mentors, des femmes...
toujours, enfin voilà, d'une grande puissance et surtout d'un grand calme et d'une grande sérénité, une puissance, vous voyez, intérieure forte et une main de fer dans un gant de velours, mais quelque chose de très posé et fantastique. Ouais. C'est drôle parce que quand vous parlez, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, le mot humilité, il est très important pour vous. Et en fait, finalement, vous avez quand même mis beaucoup votre vie au service de faire éclore d'autres personnes. Et donc, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot égo. Et vous avez dit très tôt, vous n'avez pas d'ego. Et en fait, votre vie, sincèrement, le montre. Et ce que je me dis, c'est que ça doit être d'autant plus difficile quand même dans un métier comme le vôtre où, à l'inverse, je peux me tromper parce que j'y connais pas grand-chose, mais les personnes de l'autre côté, c'est-à-dire les artistes, eux, doivent avoir de l'ego. Parce qu'en fait, c'est justement parce qu'ils ont de l'ego qu'ils vont accepter de se mettre en scène, accepter de se mettre en valeur, etc. Et donc, en fait, je voulais savoir, vous, en tant que révélatrice de talent, comment est-ce que vous avez réussi à vous approprier, en fait, cette notion d'ego et surtout à jouer avec, d'une certaine manière, l'ego de ces artistes pour à la fois l'utiliser, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire leur force, mais en même temps, j'imagine le canaliser aussi à certains égards quand, parfois, vous avez dit vous-même, on en a fait des monstres et parfois, il fallait aussi qu'ils redescendent un peu sur terre. Je parle pour moi, personnellement. En fait, le problème, c'est qu'il a fallu que je construise mon propre ego parce que j'en avais pas du tout. C'est-à-dire que parfois, je pouvais me faire piétiner par des artistes et par des talents, enfin, vraiment. Et il a fallu que je construise cet ego, en fait, en moi, en fait. Mais le bon ego, bien évidemment. Et que j'apprenne petit à petit, au fur et à mesure, à construire. Donc, j'appelle ça plus de l'ancrage, en fait, cet ancrage et cet ego bien placé, parce que véritablement, ça peut paraître dingue, mais j'en avais absolument pas, en fait. Vraiment pas. Et c'est pas bien de pas en avoir. Il faut trouver juste le bon équilibre et le juste équilibre. Parce que ce bon ego, en fait, c'est ce qui va vous permettre de tenir. C'est ce qui va vous permettre peut-être. De dire non, exactement. De dire quand ça va pas, de dire les choses, de pas se laisser avaler, de pas se laisser piétiner, parce que c'est vrai que les artistes ont tous des égos parfois surdimensionnés et surtout la jeune génération, en fait, la jeune génération des artistes, en fait, qui sont nés avec Internet et tout ça, où tout va très très vite, où ils veulent tout et maintenant, et qui ont aucune notion du temps et de l'endurance que parfois prennent les choses et de la nécessité de ce temps et de cette endurance qui est vraiment salvatrice, mais vraiment de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps d'écrire, de prendre le temps de... Et ça m'a pris du temps aussi à moi-même de le construire. Mais je pense que j'ai trouvé un bon juste milieu aujourd'hui et que du coup, qui me permet d'avoir ce bon baromètre, en fait, et d'aider à accompagner au mieux les artistes aujourd'hui. Parce que c'est vrai que quand vous travaillez dans la télé, et surtout à l'époque de Canal, où un passage télé, si vous voulez, était foudroyant en termes de notoriété, c'est-à-dire que changer votre vie du jour au lendemain, c'est-à-dire que tout d'un coup, un passage télé, le lendemain matin, vous êtes reconnu et parfois c'était extrêmement difficile à vivre pour certains artistes qui avaient cette espèce de syndrome de l'imposture pour certains, parce que j'ai passé mon temps à aller chercher des gens et des artistes qui n'étaient pas connus, qui sortaient de nulle part et tout d'un coup se retrouvaient sur le devant de la scène, et pour eux, parfois, certains l'ont très 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 mal vécu. Donc, et on a une notion de responsabilité. C'est-à-dire que moi, je me suis sentie tout le temps responsable des gens que je découvrais. Et c'est vrai que parfois un petit pot de colle, il a fallu aussi que j'apprenne à me détacher de ça, à arrêter de faire ma mère juive et de trouver le bon milieu avec eux, parce que c'est certain que je me sentais totalement responsable de ce qui leur arrivait, et certains le vivaient extrêmement mal, et puis certains pétaient les plombs, voilà. Donc et puis c'est vrai que certains ont aussi ce syndrome, en fait, de vous oublier, de plus savoir que vous êtes sans en tout cas se jeter des fleurs, mais à l'origine de leur découverte. Et c'était drôle parce que chez Canal, il y a ce qu'on appelle le bureau. Moi, j'étais au 5e étage, à côté ce qu'on appelait le triangle d'or, en fait, de tous les patrons, d'Ariel, de Rodolphe Belmer, en fait, tout ce triangle, en fait, où il y avait tous les bureaux des grands patrons. Et il m'arrivait parfois de voir certains artistes, en fait. Donc, le passage était un peu obligé devant mon bureau pour aller traverser cette passerelle et aller dans ce triangle d'or. Et ça me faisait toujours rire de voir certains artistes qui, après un premier passage télé, passent plus devant la porte de votre bureau et vont directement dans le triangle d'or. Et donc tout ça, au début, ça fait de la peine, en fait. Vous voyez, ça fait de la peine. Vous vous dites, waouh. Donc c'est pour ça qu'il faut construire un bon ego et se dire,
Ok, il va redescendre, c'est un passage obligé. Cet ego, ce petit pétage de plomb et ce petit melon, la petite melonite aiguë va passer. Voilà, et vous vous rendez compte que quelques temps après, au premier baisse d'audience, à la première baisse d'audience, au premier coup bas, au premier... c'est les premiers qui vous rappellent en disant « Christelle, est-ce qu'on peut déjeuner, s'il te plaît ? Viens me voir, viens m'aider, viens ci, viens là, voilà. » Et donc, du coup, cet ego est vraiment nécessaire à construire en soi, parce qu'il parle dans tout dans la vie, de toute façon, parce que ça vous permet de passer certains des écueils et des souffrances et des choses que j'ai traversées parfois à cause de certains comportements. Vous voyez, ça fait vraiment pas plaisir, quoi, forcément, vraiment. D'être tout d'un coup ignoré alors qu'on est parti dans une aventure, parce que vous changez ensemble, la vie des gens. Oui, bien sûr. Moi, j'ai changé la vie. Alors, c'était mon travail, certes. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais c'était mon métier. J'étais payée pour ça, donc c'était mon job. Mais vous changez indéniablement la vie des gens. Vous faites partie d'un petit maillon d'une chaîne qui change véritablement, surtout en utilisant le diffuseur et le médium de Canal. Voilà, d'une chaîne de télé ou d'un film ou d'une série voilà, ça change tout en fait. Donc voilà, donc ça m'a appris à construire ce bon ego. Vous avez fini par quitter Canal et à monter votre propre... alors, je ne sais pas si on dit agence ou si on dit entreprise. Avant ça, j'ai quitté Canal, mais c'est vrai que quitté Canal pour travailler avec Vincent Bolloré, en fait, parce que j'ai travaillé avec lui pendant presque 5 ans. Où on a monté, en fait, ça a été un peu des coups d'envoi de Vincent et du décloisonnement du groupe, dans l'idée de remettre les talents au centre de ce groupe et de les accompagner avec tous les outils, en fait, dont ce groupe bénéficie, qui sont à la fois la musique, le cinéma, vous voyez, tout ce que peut comporter en fait l'édition aujourd'hui avec Editis et tout ça. Enfin voilà, de faire un vrai accompagnement. On a créé une boîte de prod qui s'appelle Hyperproduction. Enfin, d'avoir tous les outils en fait d'accompagnement. Donc j'ai fait ça. En fait, je pense que je suis allée au bout du bout de ce que je pouvais faire en termes d'accompagnement et dans le groupe. Et au bout de 18 ans, si vous voulez, c'est vrai qu'il fallait un peu penser à autre chose et dire j'ai encore énormément d'énergie, j'ai un peu inventé un métier aussi quelque part, j'ai été en quelque sorte un peu déjà agent parce que je passais mon temps à faire l'entremetteuse et à présenter des talents aux uns et aux autres, à des agents, à des producteurs, à des réalisateurs et à faire cette entremetteuse à tout point de vue. Donc, je me suis dit, mettre ça au bénéfice. Donc, oui, effectivement, j'ai quitté fin 2018 et j'ai monté tout de suite ma structure qui s'appelle L'Impresario, qui est une agence artistique. Où moi, je me définis plutôt comme talent manager plutôt que comme agent. Parce que c'est vrai que je m'empare, en fait, en globalité de la carrière de quelqu'un. Et tant au niveau de l'image que de la carrière artistique, que des films. Que des choix éditoriaux, etc. Exactement. Christelle, le temps passe malheureusement et donc il va falloir qu'on passe maintenant au crible du gratin. Mais je sais que vous avez plein de choses passionnantes à me dire à ce sujet. Déjà, la première question que je voulais vous poser, c'est une question sur un échec, peut-être. En plus, comme vous êtes une éternelle optimiste, je pense que vous allez réussir à en tirer des enseignements positifs. Mais est-ce qu'il y a eu un échec, un moment de doute, un moment particulièrement difficile que vous avez surmonté ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? Ça peut être tout à fait à titre perso ou pro. Alors, moi, j'ai jamais eu d'échec en fait dans la vie. Ça peut paraître extrêmement présomptueux et tout ça, mais je ne vois toutes les difficultés sont pour moi juste des élévations. Ouais. C'est ce qui m'a permis de comprendre plein de choses et de me faire grandir en fait. Et j'aurais jamais grandi si j'avais pas passé ces épreuves. Diverses et variées. Ce sont vraiment, c'est une élévation et il n'y a jamais d'échec. On apprend toujours des choses et c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, au contraire, en fait, il faut embrasser les échecs. En fait, il faut les embrasser. Il faut embrasser les difficultés. Alors c'est vraiment une attitude j'en suis pas encore là, de sage, vraiment, de dire merci. Il m'arrive un énorme pépin de dire merci d'être vraiment... Il y en a un qui vous vient quand même à l'esprit, une difficulté ou un échec, quelque chose où finalement vous avez réussi à vous dire non mais en fait c'est un bénéfice. Mais absolument, mais vraiment très sincèrement, absolument pas, parce que de tout au contraire, tout n'a été que pour moi rebondissement, me dire ok, une porte se ferme, l'autre s'est ouverte, c'était encore mieux pour moi, donc sur le moment voilà. Et c'est vraiment comprendre ça et s'en remettre. En fait, on gagne du temps en fait quand vous faites ce travail là et que vous réfléchissez comme ça et c'est vraiment votre
votre perception des choses, de considérer que tout ce qui vous arrive, c'est pour le meilleur, je peux vous assurer, vous mettez l'énergie au bon endroit et vous gardez vraiment cette énergie pour avancer. C'est ce que vous voulez dire. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. En fait, c'est vraiment devenu une mécanique de fonctionnement intrinsèque, vraiment. Voilà. Une autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a des maximes qui vous parlent? On a parlé de Trust the Process au début, qui est un de vos mantras, mais est-ce qu'il y a d'autres mots de sagesse dont vous pourriez me parler? J'en ai plusieurs, en fait. J'en ai un, d'ailleurs, mon t-shirt... We rise by lifting others. Exactement. C'est parfaitement approprié. Mais vraiment, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon compte Instagram et tout ça. Je ne crois qu'à ça, en fait. Vraiment, c'est en élevant les autres et en les faisant briller, en les faisant s'élever qu'on grandit, en fait. C'est vraiment en partageant, c'est vraiment en donnant le meilleur de soi-même qu'on arrive à faire que les choses changent, que les choses bougent, en tout cas, moi, je parle pour des artistes dont je m'occupe et en leur donnant confiance en eux, en fait. Parce que les artistes sont empreints de doute, et encore plus aujourd'hui dans l'époque à laquelle on vit, et c'est nécessaire d'avoir un accompagnement hyper solide et de garder la foi, en fait. Voilà. J'en ai d'autres aussi. J'en ai un qui est très connu de Socrate, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça, c'est vraiment un des fondamentaux. J'en ai un qui me parle beaucoup aussi, alors qu'on a beaucoup attribué à Nelson Mandela, mais en fait, c'est Marianne Williamson qui dit que notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Je parle pour moi parce que pendant longtemps, en fait, ma propre puissance, en fait, me faisait peur. Et c'est en fait en devenant chef d'entreprise et en montant ma structure, en fait, que j'ai pris conscience de ma puissance et je pensais pas que j'étais capable de faire ça et en créant l'impresario, si vous voulez, vraiment, là, je mets ma puissance au service du plus grand nombre et à mon propre service, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment Et ça a été un très gros travail pour moi de 2018 quand j'ai quitté Vivendi. C'est tout ce travail-là d'accepter ma propre puissance, en fait. Et voilà. Et ça, c'est un des mantras que j'adore. Et un dernier, en fait, de Mohamed Ali, ça qui m'accompagne depuis toujours, qui dit « Impossible n'est rien qu'une excuse avancée par ceux qui trouvent plus facile de vivre dans le monde qui leur a été légué plutôt que de chercher en eux la force de le changer. Impossible n'est pas une fatalité, c'est un défi. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Impossible est provisoire, impossible n'est rien. » Et voilà, donc ça, évidemment, ça fait écho à cette pitbull que je suis. Et voilà, rien n'est impossible dans la vie. Rien, vraiment. Écoutez, c'est quand on voit en tout cas ce que vous avez accompli, et c'est vrai quand on y pense à quel point vous avez réussi avec parfois juste des intuitions à faire émerger des talents, comme on le voit avec Charlotte, cette histoire était quand même assez incroyable. Je me dis qu'effectivement, je pense que même elle n'aurait jamais pensé que ce qui lui est arrivé serait possible. En fait, elle m'en a beaucoup voulu, Charlotte, pendant un temps. En fait, très honnêtement, je peux en parler parce qu'on en rigole beaucoup maintenant. En fait, en plus, on est toujours très en contact. Et elle m'en a beaucoup voulu parce que quand je parlais du syndrome de l'imposture tout à l'heure, par rapport à certains artistes qui viennent de nulle part et qu'on tout d'un coup on met dans la lumière, Charlotte qui a plutôt très très mal vécu en fait cette notoriété, si vous voulez, pendant 6 mois, qui arrivait extrêmement soudaine. Parce que dans la rue, tout le monde la reconnaissait et tout le monde venait... C'est très intrusif parce que quand une télé rentre chez quelqu'un, si vous voulez, à télé, les gens ont le sentiment que vous leur appartenez. Et donc, les gens vous touchent dans la rue, ont un contact physique avec vous et c'est très intrusif, en fait. Et c'est très violent. Et c'est vrai que, quelque part, ça a été compliqué pour Charlotte d'admettre, en fait, que tout d'un coup, elle se retrouvait propulsée à ce poste-là et la suite, etc., etc. Bon, ça n'a pas duré, ce petit syndrome de l'imposture, ça n'a pas duré longtemps. Et maintenant, elle en est extrêmement heureuse. Mais c'est vrai que ça a été compliqué au début. Ça a été compliqué pour elle de vivre ça, en fait. Je peux comprendre. Ma dernière question, c'est une question que j'aime beaucoup parce que moi-même, je suis une dévoreuse de livres et je crois que vous lisez beaucoup aussi. Et donc, je voulais savoir quels sont les livres ou le livre qui vous ont le plus marqué, que vous pourriez partager avec nous parce que vous estimez que ce sont des livres qui méritent vraiment d'être lus par le plus grand nombre. Alors, moi, j'en ai deux fondamentaux. Un qui s'appelle « Le Prophète » de Khalil Gibran.
qui est un penseur, un poète qui est très court, en plus, libanais, qui est très court, qui a été, je crois, traduit dans plus d'une quarantaine de pays, qui est incroyable et qui parle de thématiques comme les enfants, enfin de diverses choses diverses et variées, où c'est une personne qui pose des questions à un sage, en fait, c'est des thématiques vraiment de la vie. Et pour moi, c'est vraiment les fondamentaux, en fait, de la vie, de l'existence. Et celui sur les enfants est assez inouï, assez simple, et en même temps veut tout dire. En fait, c'est que les enfants ne vous appartiennent pas, en fait. Ce sont des âmes à part entière et une incarnation à part entière. Et en fait, ils sont libres d'être eux-mêmes. Et voilà. Et la liberté, en plus, c'est pour moi une notion, mais alors essentielle et primordiale. Donc ça m'a beaucoup. Ce livre me parle énormément, et c'est un livre que je lis, relis, que j'offre à tout le monde très régulièrement, qui est indispensable à mon sens. En fait, que tout le monde doit avoir lu et qui devrait être enseigné à l'école d'ailleurs. Et le deuxième livre que j'aime énormément, c'est un penseur indien qui s'appelle Jiddu Krishnamurti. Dont le premier livre que j'ai lu qui m'a bouleversée, en fait, qui s'appelle De l'amour et de la solitude. D'accord. Alors il a écrit aucun livre, ce sont ses élèves, en fait. C'était un très très grand orateur, et ce sont ses élèves qui ont retranscrit, en fait, toutes ses pensées, ouais. ses conférences. Il est mort en 86, et donc voilà. Et de l'amour et de la solitude, c'est vraiment toutes les expressions possibles et inimaginables de l'amour. Et je pense qu'en ces temps de confinement et de recueillement et de solitude, entre guillemets, avec soi-même, je pense que c'est un livre indispensable à lire, parce que de l'amour et de la solitude, en fait, vous explique à quel point il faut s'aimer soi-même, et avant toute chose, et que c'est la connaissance de soi et l'amour de soi, en fait, qui fait qu'on donnera le meilleur de soi aux autres, et qu'au final, en fait, c'est ce qu'il y a de plus de fondamental, en fait, dans la construction d'un être. Voilà. Et parfois de plus difficile. Et le plus difficile, bah oui. Comme par hasard, en fait, les choses les plus simples sont les plus difficiles. Vraiment, Christelle, un grand merci pour tous ces partages. C'était absolument passionnant. Si jamais on souhaite vous suivre, si jamais on veut vous retrouver, je sais que vous êtes assez active sur Instagram. Très active sur les réseaux sociaux. Oui, je suis sur Moi, je vous suis sur Instagram. Donc, Christelle Graillot, on vous suit tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels éventuellement vous êtes active, ou c'est essentiellement Instagram ? Twitter aussi. En fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est... je sais pas comment vous dire, c'est une grande révolution. J'ai détecté énormément de talents sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'étais une des premières à être sur Twitter. On était très peu de Français, d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il y avait que des Américains et tout, donc on pouvait communiquer avec personne, parce qu'il y avait quasiment pas de Français à l'époque. Et donc voilà, sur Instagram, moi j'adore cet outil. Je trouve que c'est une révolution. Ah bah pour vous, dans votre métier, ça a tout changé, quoi. Ah oui, tout changé, vraiment. Hyper intéressant. Et pour terminer, évidemment, on peut éventuellement aller voir l'impresario, aller se renseigner, aller regarder aussi tous les artistes. Exactement. J'ai un compte aller regarder tous les artistes aussi que vous mettez en avant, même si vous les mettez quand même bien en avant aussi sur votre propre compte perso. Oui, j'ai un peu révolutionné, c'est vrai, la façon de travailler par rapport à ça. C'est vrai que pas beaucoup d'agents font la promotion de leurs artistes, en fait. C'est plus américain de faire ça, mais enfin voilà, en tout cas c'est une passion et c'est un partage de leur talent. Merci mille fois, Christelle. Merci beaucoup, Pauline, merci.